Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire la présentation d'un nouveau circuit, le circuit de l'Albert Parks, pour la présentation de ce Grand Prix d'Australie. On va voir un petit peu les dernières infos du paddock, on va revenir sur le Grand Prix de l'année dernière, on parlera des pneus, des enjeux également de ce week-end dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, enfin qui vous voyez comme favori, plutôt qui vous pensez quel pilote aura un petit peu plus de mal, qui est votre grosse cote également du week-end. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications, mais abonnez-vous, c'est très important pour améliorer la visibilité de la chaîne aussi. N'hésitez pas également quand vous vous abonnez à la chaîne, si vous avez les moyens, encore une fois, et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Et puis EPS 2.0, ça c'est sur Spotify, Amazon, Google également, enfin c'est en cours sur Google, ça met un petit peu de temps, et Deezer. Pour accéder à ces podcasts. Le dernier est en plus sur la Formule 1 avec le Grand Prix d'Europe 97 et Jacques Villeneuve. Et puis n'hésitez pas également à aller voir TikTok, voilà, avec du contenu également sur TikTok. On commence tout de suite avec ce Grand Prix d'Australie, circuit qui a pas mal changé l'année dernière. On a enlevé toute une portion un peu plus lente du circuit qui, c'est vrai, n'était pas forcément la plus intéressante en termes de pilotage. C'est devenu un circuit plus rapide, mais moins technique aussi un petit peu. C'était fait techniquement pour avoir des dépassements, mais on n'a pas beaucoup plus de dépassements en fait l'année dernière. Donc on va revoir si cette année ça aide les dépassements, mais c'est pas sûr. Et je pense qu'on est déjà inquiet du côté de la FIA, parce qu'on va mettre 4 zones de DRS, c'est-à-dire qu'on sent déjà qu'on n'est pas sûr de soi au niveau des dépassements. On n'a jamais eu autant de zones de DRS. Par contre, il n'y aura que 2 zones de détection, mais on verra un petit peu ça plus tard quand on fera la présentation du circuit. Vous avez maintenant quelques enchaînements de courses rapides avec les rails. Ça fait parfois penser à Jeddah, ça fait parfois penser également à l'Azerbaïdjan. C'est un circuit semi-permanent. Voilà, il n'est pas utilisé toute l'année à l'intérieur du parc Albert, voilà, de l'Albert Parks, qui est un parc où vous pouvez vous balader, où il y a un lac en plein milieu. On passe tout de suite aux dernières infos du paddock. Quelques infos à vous distiller. On commence par une nouvelle équipe du côté de Craig Pollock, l'ancien manager de Jacques Villeneuve. Tout revient du côté de Jacques Villeneuve qui avait lancé BAR, Baronda, pour ceux qui British Tobago, voilà, donc l'équipe Bar, c'était lui qui avait monté le projet en rachetant Tyrrell à l'époque. Et du côté de Craig Pollock, il veut lancer une nouvelle équipe qui serait paritaire, c'est-à-dire il y aurait 50% d'hommes pour 50% de femmes. Ça serait soutenu par l'Arabie Saoudite. On n'est plus à un truc près en termes de bêtises du côté de la F1 qui soutiendrait ce projet du côté de Craig Pollock qui serait donc le directeur un petit peu de cette équipe. Alors Craig Pollock, moi je me souviens qu'à la tête de Baronda c'était pas foufou en termes de performance. Et puis bon, on n'a pas encore d'informations vraiment sur le sponsor principal. Est-ce que ça serait seulement l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il y aurait d'autres commanditaires? Pour l'instant, c'est assez flou de ce côté-là. Et puis surtout, le côté paritaire. Alors d'un côté, on se dit ça peut permettre également à des ingénieurs d'accéder à la Formule 1. C'est vrai que c'est encore un sport qui est trop masculin, et notamment dans les équipes. Est-ce que après c'est la bonne solution? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'il y ait des obligations de la part de la FIA, c'est-à-dire faire des quotas du côté de la FIA, obligé d'avoir 20-30% de femmes par équipe dans toutes les équipes? Ça c'est une question qu'on peut se poser au lieu d'avoir seulement une seule équipe qui soit paritaire, et que dans les autres équipes on n'est toujours que 3-4 femmes à l'intérieur des équipes. Et puis est-ce que ces femmes-là auront des postes importants? Parce que si c'est pour qu'elles aient des postes qui ne soient pas importants dans l'écurie de Formule 1, ça n'a aussi que peu d'intérêt. Vous voyez notamment chez Sauber, la stratégiste en chef est une femme du côté de chez Sauber. Donc voilà, il faut plutôt, je pense, aller sur ce genre de choses, peut-être des quotas, imposer des quotas sur certains postes. Je ne suis pas sûr que c'est un intérêt forcément d'avoir un 50-50 dans une équipe.
aujourd'hui. On continue avec... et puis en plus, ce chiffre de 50-50, est-ce qu'on a vraiment 50% de filles qui s'intéressent à la Formule 1? Je pense bien qu'on n'est pas à 3% de filles qui s'intéressent à la Formule 1, mais est-ce qu'on est quand même à 50-50? Si c'est pour faire 50-50, mais qu'en réalité, il n'y a que 20% de femmes ou 30% de fans qui sont... Enfin, au niveau des fans de Formule 1, des gens qui veulent travailler dans la Formule 1, il n'y a que 20 ou 30% de femmes. Et par rapport à 70 de l'autre côté, c'est aussi peut-être pas très intelligent. On continue avec McLaren. McLaren qui se restructure énormément, qui essaye aussi de trouver des solutions. C'est vrai que les 2 premières courses ont été compliquées. On change un petit peu du tout au tout du côté de McLaren. Je rappelle qu'on a eu le départ de James Kay qui fait un peu les yeux doux à pas mal d'équipes. On pense notamment à l'équipe AlphaTauri qui aimerait bien le recruter. Et on veut retrouver une situation avec 3 personnes à la tête de différents pôles, notamment du département aérodynamique, qui est considéré comme le département faible du côté de l'équipe McLaren. Pardon. Alors on a recruté Mariano Alperin, qui était aérodynamicien chez Aston Martin. On a également recruté pour 2024 David Sanchez, qui est un ancien de Ferrari. Et puis on étudie d'autres personnes. On pense à élargir l'équipe aérodynamique. Une quinzaine de personnes arriveraient pour travailler sur la future McLaren 2024. Les nouveautés n'arriveraient qu'en 2024. Alors cet Argentin, on va revenir un petit peu sur la carrière de Mariano Alperin. Il est passé par AGS, par Fondmetal et Minardi. Ensuite Honda, responsable aéro Honda 2006-2007. On peut pas dire que la Honda de 2007 était la meilleure voiture du plateau, demandait un certain Ross Brawn. Et puis ensuite, il avait rejoint Sauber à la tête du développement aéro de 2008 à 2019. Et ensuite, Aston Martin l'avait recruté. Voilà. Et puis on poursuit avec Williams. Williams qui n'exclut pas, selon James Wall, de s'émanciper de Mercedes. Alors c'est un petit peu une mauvaise nouvelle pour Mercedes, mais on sait que c'est également le cas du côté d'Aston Martin. Le moteur Mercedes ne serait plus le plus performant, mais peut-être même le plus faible du plateau. Et c'est vrai que ça inquiète Williams, ça inquiète Mercedes. Surtout que du côté de Aston Martin, par exemple, ils sont obligés d'utiliser toute la partie arrière de la Mercedes et ça les gêne au niveau de l'aéro. C'est ce que disaient des ingénieurs de chez Aston Martin. Du côté de Williams, on n'exclut pas de trouver un autre motoriste. On sait qu'Honda va être sur le marché prochainement, vu que Red Bull va certainement s'allier avec Ford. On ne pense pas que AlphaTauri va rester avec Honda également. Ford devrait faire le moteur des 2 équipes, à part si AlphaTauri quitte le giron au Red Bull. Pour l'instant, là aussi, c'est un petit peu flou de ce côté-là. C'est vrai que Williams se dit, Williams-Honda, ça a marché dans les années 80, notamment avec le titre de champion du monde de Nelson Piquet, et que ça pourrait être une bonne idée pour Williams pour retrouver un statut plus important également en termes dans le monde de la Formule 1, pour avoir vraiment un poids plus important. Aujourd'hui, c'est un peu la petite équipe. Williams, ça pourrait devenir peut-être une un peu plus grosse structure. Donc c'est une réflexion qu'il y a du côté de chez Williams, d'aller chercher peut-être également chez Renault un nouveau moteur, voilà, du côté de chez Williams, mais ça y réfléchit, voilà, du côté de James Wolfe. Et puis en contraire de Porsche, qui lui ne sera pas motoriste. On sait que Porsche a failli s'allier avec Red Bull, ça ne s'est pas fait, il y avait des soucis de relationnel, on va dire. Les idées étaient différentes. Porsche voulait acheter un petit peu Red Bull. Red Bull ne voulait pas, veut garder son indépendance. Donc Porsche ne voulait pas seulement être que motoriste. Il y avait un peu une idée derrière. Et puis Porsche a d'autres projets, notamment en LMP1 au Mans, en hypercar au Mans avec sa LMDH. Vous avez le projet Formula I également encore du côté de chez Porsche. Donc voilà, on va se concentrer sur ces autres projets. Et la F1 attendra. Donc pour le moment, il ne devrait pas y avoir de moteur Porsche en Formule 1 2026. Mais on ne ferme pas définitivement la porte non plus du côté de chez Porsche. On regarde.
la situation, je pense, d'AlphaTauri, parce qu'on ne sait pas ce que va devenir AlphaTauri, l'équipe italienne. Pour le moment, c'est un petit peu flou. Et puis, les propos de Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, il était du côté de Portimao, où il y avait la Moto Grand Prix, et puis il a eu des propos sur le calendrier, sur les programmes des Grands Prix de Formule 1. Il a dit très clairement qu'il voulait supprimer les séances d'essais libres du vendredi. Il considère que les fans n'apprécient pas, et il considère que ça n'apporte rien à la Formule 1. Alors, autant vous dire que moi je suis totalement en désaccord avec ces propos. Si on se concentre sur les femmes qui regardent Drive to Survive, je pense que la Formule 1 va affiler d'un mauvais coton et va perdre ses fans les plus historiques de la Formule 1 qui vont aller voir peut-être d'autres disciplines des sports mécaniques qui regardent de manière plus intelligente. Si on pense que ça va faire baisser les coûts, non, ça va les augmenter. Le fait de baisser les essais libres, ça veut dire encore plus utiliser les simulateurs qu'on utilise déjà énormément et qui coûtent très cher, les simulateurs. On n'a pas baissé les budgets de Formule 1, or pourtant on aurait dû. Le fait d'avoir moins de roulage en essais privés, sauf que non, parce qu'on utilise des simulateurs et que ça coûte un bras, les simulateurs. Et puis on a bien vu cette année que seulement 3 jours d'essais privés, d'essais pré-saison, ça ne suffit pas pour les équipes, ça ne suffit pas pour les jeunes pilotes, et c'est peut-être pour ça que Red Bull domine autant, parce qu'on n'a pas pu faire évoluer les voitures, parce que faire évoluer les voitures aurait demandé un peu plus de temps d'essai que les équipes n'ont pas obtenu. Voilà, il faut peut-être penser aux équipes. On sait que du côté de chez Haas, Günther Steiner est plutôt en accord avec ça. Je trouve que c'est pas très fut-fut de sa part, mais bon, Günther Steiner, il préfère être tête d'affiche de Drive to Survive plutôt que de réfléchir aux intérêts peut-être de son équipe et de ses pilotes. On revient tout de suite sur le Grand Prix 2022, le Grand Prix automobile de Melbourne. Un Grand Prix qui avait eu lieu après une pause. C'est vrai que 2020 et 2021, la course n'avait pas eu lieu. 2020, c'était le début de la crise Covid. Les équipes s'étaient déplacées, mais il y avait eu des cas de Covid. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de protocole Covid, anti-Covid, du côté de la Formule 1. Et puis en 2021, c'était l'Australie qui avait fermé ses frontières. Donc le Grand Prix n'avait pas eu lieu. Ce qui a permis de faire les modifications sur la piste, parce que c'était des modifications qui étaient prévues depuis très longtemps, mais qu'on n'avait jamais eu vraiment le temps de les faire. Alors on était revenu en Australie et avec une Ferrari qui avait été très rapide. Les Ferrari avaient plutôt dominé les 2 premières séances du vendredi, même si Verstappen avait réussi à s'intercaler entre Leclerc et Carlos Sainz lors de la deuxième séance. Lors des qualifications, il y avait eu une domination encore une fois de Charles Leclerc qui avait réussi la pole position devant Verstappen et Perez. Du côté de Carlos Sainz, la qualif avait été beaucoup plus compliquée. La qualif qui avait été arrêtée suite à un problème technique pour Fernando Alonso, cette Q3. Et le problème, c'est que Carlos Sainz était dans un excellent tour et ensuite il s'était complètement raté lors de son deuxième tour lanté. C'est ce qui fait qu'il était parti seulement 9e sur la grille de départ derrière Esteban Ocon, qui était le seul pilote français en Q3. Pierre Gasly avait été éliminé en Q2, c'était le 11e temps, et puis on se souvient également de l'accident lors de ses qualifications entre Lance Stroll et Alexander Albon, avec un Lance Stroll qui avait fait un petit peu du n'importe quoi, et surtout du coup de gueule de Franck Montagny du côté de Canal+. Le classement de la course, ça avait été une domination de Charles Leclerc. Un court moment, il avait été menacé par Max Verstappen lors d'une relance, suite à l'incident qu'avait eu Sébastien Vettel qui faisait son retour après 2 premières courses où il avait subi la Covid et qui avait vécu un week-end catastrophique entre une pénalité financière parce qu'il avait roulé en scooter. On se souvient tous de cette image, et puis voilà, ça avait été un petit peu le bordel pour Sébastien Vettel. Et donc Charles Leclerc avait dominé. On se souvient tous du problème technique de Max Verstappen avec cette pompe à essence qui n'était pas encore fiable. Sergio Perez avait fait 2 devant les 2 Mercedes de Russell et Lewis Hamilton, mais qui n'étaient pas dans le coup vraiment pour le podium, mais qui avaient profité des abandons devant des pilotes Ferrari, notamment Carlos Sainz qui avait abandonné, et de Max Verstappen. Esteban Ocon avait fini 7e, Daniel Ricciardo avait pris la 6e place à domicile juste derrière Lando Norris. Pierre Gasly avait fini 9e devant Alexander Albon qui avait pris un point pour Williams lors de cette course.
Alors, le circuit de l'Albert Park nouvelle génération, c'est quand même un circuit beaucoup plus rapide qu'auparavant. Alors, c'est pas de Jeddah non plus, même si l'enchaînement 9-10 pourrait presque faire passer à ce qu'on a à Jeddah à certains moments, ou ce qu'on a également du côté de l'Azerbaïdjan dans le dernier secteur. Ça reste quand même un circuit où vous avez des virages assez lents. C'est vrai que la majorité des virages, que ça soit le virage 1, le virage 3, le 6, sont quand même des virages assez lents, l'enchaînement 13, 14, 15. Il y a beaucoup de virages quand même où on ne les passe pas à très haute vitesse. 4 secteurs DRS que vous ne voyez pas à l'écran. Le premier secteur DRS, c'est en fait sur la ligne droite. Ensuite, vous avez hop là, un deuxième secteur qui est juste après le virage 2, qui emmène jusqu'au virage 3. Ces deux secteurs ont une zone de détection qui se situe avant le virage 15. Ensuite, vous avez une deuxième zone de détection qui se situe au niveau juste après le virage 6 et qui permet d'avoir une zone DRS donc après le virage numéro 10 pour nous emmener jusqu'au virage 11, et la quatrième zone DRS est entre le virage juste après le virage 12 et qui nous emmène jusqu'au virage 13. Donc vous avez 2 zones de détection pour 4 zones DRS, en sachant que la zone DRS numéro 3 était déjà prévue l'année dernière, mais qu'elle n'avait pas été utilisée pour des raisons qu'il y avait notamment des soucis au niveau de marsouinage. Il y avait beaucoup trop d'oscillations dans le secteur dans cette portion-là, donc c'était très compliqué de piloter. Donc ça avait été annulé. Désormais, l'oscillation, le marsouinage est quand même un peu moins important sur toutes les dernières Formule 1. Donc ça devrait être un peu plus facile d'avoir ce secteur-là. Circuit qui est utilisé depuis 1996. La dernière édition du Grand Prix était à Adélaïde en 95, où il y avait eu l'accident de Mika Häkkinen. Circuit de l'Albert Park qui avait eu du mal à avoir lieu la première édition parce que les associations écologistes n'étaient pas vraiment pour. Il faut savoir qu'on est dans un parc du côté de Melbourne, un parc qui peut être emprunté tous les jours. C'est vrai que les associations écolo n'étaient pas vraiment pour, parce que c'est un circuit semi-permanent. C'est-à-dire qu'on est sur un circuit qui ressemble à un circuit traditionnel, mais en fait c'est comme si c'était un circuit en ville, une sorte de circuit semi-permanent, de truc un petit peu hybride, qu'on retrouve un petit peu que du côté de l'Albert Park, du côté de la Formule 1, circuit qui fait 5 km 280 et donc utilisé depuis 96, et donc cette nouvelle version du circuit est utilisée depuis l'année dernière. Avant, on allait à Adélaïde. Je rappelle que le premier Grand Prix d'Australie c'était 86, ce qui avait permis à un certain Laprost d'être champion du monde du côté d'Adélaïde, mais c'était un circuit beaucoup plus urbain. Là, c'était un vrai circuit urbain. Il y avait des vibreurs très hauts du côté d'Adélaïde, et ça avait failli coûter la vie à Mika Häkkinen, à qui on avait dû faire une trachéotomie sur la piste, pour ceux qui se souviennent un petit peu de cette affaire. Les 3 virages importants pour moi, c'est l'enchaînement virage 1, virage 2 qui est vraiment pas évident. Le virage 1, en fait, on a l'impression comme ça que c'est un virage extrêmement lent, sauf que certes l'angle est très fermé, mais il faut réussir à avoir pas mal de vitesse, parce que plus vous gardez de vitesse dans le virage 1, plus vous arrivez vite dans la ligne droite qui suit. Donc c'est vraiment hyper important de garder pas mal de vitesse à cet endroit-là. La sortie du 2, faire attention. Un certain Alexander Albon était sorti de la piste à cet endroit-là. Beaucoup de pilotes sont sortis un peu trop large du numéro 2, et le mur n'est pas très loin. Je rappelle, on est sur un circuit semi-urbain, c'est-à-dire que vous avez une partie de la piste qui est quand même en ville, donc vous avez les murs qui sont toujours très proches. Autre virage compliqué, le virage numéro 5. Juste avant le virage numéro 5, on se souvient, comme je vous en avais parlé, de l'accident de Latifi Albon. Mais dans ce virage numéro 5, il est très compliqué parce qu'on ne voit pas la sortie du virage. C'est presque un virage
presque à l'aveugle parce que entre le 4 et le 5 vous n'avez pas beaucoup de temps et surtout c'est un virage très rapide. Si vous allez trop loin, vous allez sur le vibreur est traître, vous pouvez faire du surf sur le vibreur, vous pouvez aussi taper le mur à cet endroit-là et si vous faites du surf sur le vibreur, vous pouvez vous retrouver en tête à queue et taper le mur de l'autre côté. Donc c'est un endroit où il ne faut pas sortir trop loin mais il faut quand même un peu monter sur le vibreur parce que si vous ne montez pas sur le vibreur, vous n'allez pas assez vite et vous pouvez vous faire dépasser avant le virage numéro 6, même si ça demande un petit peu que votre homologue, votre adversaire, soit très performant. Du côté du virage 5, oui, moi ce que j'aime bien dans ce virage, c'est que c'est un virage qui n'est pas facile. Ombre-lumière également, assez souvent, vous avez des arbres à cet endroit-là, donc il faut faire attention. Pas mal de feuilles également dans la zone à la sortie du 5, donc ça peut glisser. Donc c'est vraiment un endroit où il faut faire attention. Et puis moi je mettrai le dernier virage important, eh bien c'est le dernier virage, le 16. Pourquoi? Parce qu'on sort du virage 15. C'est déjà pas évident, c'est une épingle qui est extrêmement lente. Beaucoup de pilotes ont parfois des problèmes de frein au virage numéro 15 et sortent un peu trop large de la piste. Donc il faut déjà bien franchir le numéro 15. Et ensuite le 16 il n'est pas évident parce qu'il faut réussir à conserver énormément de vitesse pour avoir une très très belle ligne droite. Et donc ça veut dire qu'il faut très bien sortir du 15, récupérer énormément de motricité, ne pas patiner au niveau des roues arrière, enchaîner avec le virage 16, ne pas aller trop loin également au niveau du vibreur, parce que sinon c'est comme le virage numéro 5, vous sortez dans le mur, c'est arrivé notamment à Julian Palmer. Donc c'est vraiment un virage où il faut faire très très attention au niveau du virage 16. Voilà, maintenant vous savez tout sur cette piste de l'Albert Parks. On regarde tout de suite les pneus pour ce week-end du côté du Grand Prix d'Australie. Eh bien, on va utiliser les C2, les C3 et les C4, donc comme à Jeddah. Ce ne sont pas des pneus qui devraient être mis en difficulté car cette piste n'est pas très abrasive du côté de l'Australie. Alors, il y a quelques portions où le pneu est un peu plus stressé. Je pense à 2-3 courbes, mais le pneu devrait plutôt bien se comporter. On ne devrait pas avoir trop de difficultés avec les pneus, en sachant que c'est un week-end où il faut faire attention. L'asphalte évolue énormément entre le vendredi et le dimanche. Ce circuit n'est utilisé que par la Formule 1, donc il y a un temps de nettoyage le vendredi qui est très important et en qualification, il faudra faire attention. En fin de qualif, on devrait avoir un très gros rythme, même si ce temps de nettoyage devrait être compensé par le fait que la course soit également suivie d'un week-end de F2 et de F3, alors que normalement il n'y avait que les Porsche australiennes qui venaient sur cette piste et parfois les V8 Supercar, mais encore ces dernières années je crois que les V8 Supercar n'étaient pas en même temps lors de ce week-end. On passe à la météo. Le vendredi, le temps devrait être nuageux avec 19 degrés de température maximum. Un risque de pluie à partir de 17h, pas avant, donc ça ne devrait pas gêner les deux séances d'essai. Faire attention quand même à vent de sud-ouest, 20 à 35 km/h. Le samedi, le temps sera encore nuageux, 19 degrés, pas de risque de pluie, contrairement à la veille. Et puis un vent de sud désormais, puis de sud-ouest qui sera entre 20 et 30 km/h pendant toute la journée. Et puis le dimanche, 17 degrés, donc des températures un petit peu plus fraîches pour le dimanche, ce qui devrait peut-être aider encore au maintien des pneus. Faire attention au graining, parce que 17 degrés, c'est un peu la limite faible. Et puis au niveau des températures, plein soleil et du vent, mais beaucoup plus faible, 10 à 15 km/h, qui sera toujours plein sud. Donc une fois que la voiture sera bien réglée pour les qualifications, normalement ça devrait bien aller pour la course du lendemain. Du côté des pronostics, eh bien moi j'ai décidé de varier un petit peu. Allez, Sergio Pérez, pourquoi pas pour la gagne, pour le pilote mexicain, Verstappen, et puis Charles Leclerc. On sait que la Ferrari était performante l'année dernière, même s'ils sont obligés de rouler un petit peu plus haut en hauteur de caisse qu'en début de saison de l'année dernière. C'est un circuit qui devrait quand même leur convenir. Et puis en plus, là, Charles Leclerc, techniquement, ne devrait pas avoir de pénalité. Du côté de la grosse cote, moi j'ai mis Logan Sargent dans les points. On sait que la Williams a plutôt une très bonne vitesse de pointe. Avec les zones DRS, ça devrait aider. Et Logan Sargent, voilà, est un pilote qui a l'air d'être plutôt prometteur, qui aime bien, j'ai l'impression, la Formule 1, qui aime bien les voitures puissantes, il a l'air de bien s'en sortir. Et puis en plus, cette Williams avait déjà marqué un point l'année dernière, donc c'est un circuit où elle s'en sort plutôt pas trop mal. Du côté des enjeux, Pérez peut-il menacer Verstappen pour le titre? Est-ce que Pérez peut vraiment être un outsider, un adversaire pour Verstappen? Est-ce que également la situation entre les deux équipiers va un peu s'assainir par rapport au dernier week-end de course? McLaren peut-elle finir 10e du championnat des constructeurs? Parce que c'est vrai que pour le moment, McLaren est au fond du trou.
Et les évolutions au niveau de l'équipe aérodynamique ne vont pas arriver tout de suite. Et puis on sait que quand c'est un ingénieur qui a conçu une voiture et ce sont d'autres ingénieurs qui doivent faire les évolutions de cette voiture, c'est parfois très compliqué pour les nouveaux ingénieurs. Donc ça pourrait être difficile pour McLaren. Et puis l'équipe Alpine va-t-elle rattraper un peu son retard sur le top 3, voire même le top 4 avec Aston Martin, Ferrari, Mercedes et Red Bull. Programme télé du week-end, on va commencer avec la Formule 3. La Formule 3 qualification à 5h, ça sera sur Canal+ Sport. Du côté de la course 1, ça sera à 1h40 du matin sur Canal+ Sport. Et la course 2 sera à minuit, en sachant qu'il y a changement d'heure entre samedi et dimanche du côté de l'Australie. Donc il faut faire un petit peu attention au niveau des horaires. Du côté de la Formule 2, la qualif aura lieu à 8h25 vendredi. La course 1 aura lieu à 5h15 sur Canal+ Sport. Et la course 2 aura lieu à 2h25 du matin, encore une fois sur Canal+ Sport. Du côté de la Formule 1, les deux premières séances d'essai le vendredi auront lieu à 3h20 du matin et à 6h50. La séance 3 aura lieu à 3h20 du matin, encore une fois sur Canal+ Sport. Les qualifications auront lieu également sur Canal+ Sport à 6h40 du matin, à 6h55 pour la prise d'antenne sur Typique en Belgique. Et puis la grille, ça sera sur Canal+ à partir de 6h15. Le warm-up sur Typique, ça sera à partir de 6h30, ça c'est pour nos amis belges. Et puis le Grand Prix à partir de 7h sur Canal+ et Typique, également sur la RTS pour nos amis suisses. Et puis Formula One, le débrief à partir de 8h55 sur Canal+. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On fera le débrief de ce Grand Prix lundi, mardi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!